À 78 ans, Bolo Yeung est enfin prêt à parler. 60 ans, sans s'arrêter. Tous les matins, à 6h, 6h30, je vais à la salle de sport, je m'entraîne. Pendant des décennies, il a été l'une des figures les plus emblématiques du cinéma d'arts martiaux. Une montagne de muscles, un maître du mouvement, et l'antagoniste ultime qui se met la peur à l'écran. Il a partagé des scènes avec des légendes, fait face à des géants, et s'est forgé une réputation à la fois de colosse et de professionnel. Mais un mystère l'a suivi au fil des ans. Pourquoi certains acteurs ont-ils refusé de travailler avec Bruce Lee? Ce soir, une nouvelle fracassante. Certains acteurs ont refusé de collaborer avec Bruce Lee. Les rumeurs étaient incessantes. On parlait de peur, d'ego, de jalousie, mais Bolo n'a rien dit. Aujourd'hui, après des années de silence, il est prêt à raconter son histoire. Tout a commencé lorsque Bruce Lee et Bolo Yeung se sont rencontrés pour la première fois. Musique. Première rencontre. Quand Bruce Lee et Bolo Yeung se sont rencontrés en 1973, le destin a réuni deux géants des arts martiaux sur le tournage de l'Opération Dragon. Bruce Lee, déjà une icône mondiale, était connu pour ses techniques fulgurantes, sa profonde philosophie martiale et son approche révolutionnaire de la chorégraphie des combats. Bolo Yeung, avec son physique imposant et sa présence à l'écran, s'était taillé une place dans le cinéma hongkongais en tant que méchant ultime. Leur rencontre n'était pas un simple hasard de casting. C'était la convergence de deux forces destinées à élever le cinéma d'arts martiaux à des sommets inégalés. Leur première interaction fut marquée par une curiosité mutuelle et une admiration prudente. Lee, toujours philosophe, était intrigué par la puissance brute et la présence de Bolo, tandis que Bolo respectait la précision et la discipline inébranlable de Lee. Malgré leurs personnages opposés à l'écran, Lee, le héros agile, et Bolo, le méchant féroce, les deux hommes ont développé une relation fondée sur le respect mutuel. Lorsqu'ils ne tournaient pas, ils s'entraînaient ensemble. Ce n'étaient pas de vrais combats, mais plutôt des sessions d'entraînement. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler durant ces moments. Leurs mouvements parlaient pour eux. Bolo dira plus tard que c'était des « conversations silencieuses à travers le mouvement ». Cette relation naissante était nourrie par de longues discussions sur la philosophie martiale, l'entraînement physique, et même la vie en dehors du cinéma. Alors que Bruce était connu pour son ambition intense, Bolo découvrit en lui un être humain sincère, quelqu'un prêt à partager sa sagesse, et non à dominer une scène. Il me poussait sans ego, dirait plus tard Bolo. Et pourtant, alors que les caméras tournaient et que les égos s'affrontaient en coulisses, leur lien allait bientôt être mis à l'épreuve. Conflits, collaboration et quête de création. Alors que la production de l'Opération Dragon s'intensifiait, l'excitation initiale sur le plateau laissa place à une tension créative croissante. Au cœur de cette friction se trouvait Bruce Lee, dont l'ambition implacable et la vision sans compromis entraient en conflit avec le style de réalisation rapide et soucieux du budget typique du cinéma hongkongais. Sa précision était légendaire, mais parfois perturbatrice. Là où d'autres auraient accepté une scène comme suffisamment bonne, Bruce arrêtait tout. Si un seul mouvement, un angle de caméra ou un rythme de chorégraphie ne répondait pas à ses exigences strictes, il exigeait une nouvelle prise, encore et encore. Ce perfectionnisme, bien qu'admiré par certains, commença à agacer les membres de l'équipe et les acteurs habitués à un rythme plus rapide et moins méticuleux. Les journées de tournage s'allongeaient, les retards s'accumulaient, et les tensions montaient. Ce qui avait commencé comme un effort collaboratif plein d'énergie semblait maintenant tendu sous le poids des désaccords créatifs et de la fatigue croissante. Un jour particulièrement intense sur le plateau fit éclater cette tension latente. Au milieu du tournage, Bruce Lee stoppa soudainement la production. Il insista pour qu'une séquence de combat élaborée soit entièrement abandonnée et retravaillée de fond en comble. Il estimait que la chorégraphie manquait d'authenticité, de timing et de poids émotionnel pour sembler réelle. Sa décision plongea la production dans le chaos. Les plannings furent retardés, les esprits s'échauffèrent, et l'équipe, autrefois concentrée, devint agitée et frustrée. Au milieu de ce stress croissant, ce fut Bolo Yeung qui intervint. Pas pour argumenter, mais pour apaiser les tensions. Bruce n'était pas difficile. Il voyait simplement ce que les autres ne pouvaient pas voir, expliqua Bolo des années plus tard. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il poursuivait quelque chose que la plupart des gens ne savent même pas exister. Au lieu de se joindre aux plaintes, Bolo s'approcha directement de Bruce, non pas pour critiquer, mais pour comprendre. Il lui demanda pourquoi la scène devait être modifiée. Qu'est-ce qui n'allait pas exactement? Bruce ne parla pas de planning ou de contrôle. Il parla du combat lui-même.
Il expliqua que chaque mouvement devait raconter une histoire. Il ne s'agissait pas seulement de coups de poing et de coups de pied. Il s'agissait de rythme, d'émotion et d'intention. Ça grandit, ça monte de plus en plus haut, vers cet idéal que j'appellerais la qualité. La façon dont un combattant se déplace, réagit ou fait une pose doit refléter ce que le personnage ressent. Si le combat semble trop mis en scène ou mécanique, il perd son pouvoir. Leur conversation devint un échange plus profond sur la philosophie des arts martiaux, le storytelling à travers l'action, et comment faire ressentir à un public l'impact de chaque coup. Cette conversation changea tout. L'ambiance sur le plateau se transforma. Les membres de l'équipe le remarquèrent. Le respect remplaça l'irritation. Pas parce que tout le monde était soudainement d'accord avec Bruce, mais parce qu'il commençait à le comprendre. À partir de ce moment, quelque chose changea entre Bruce et Bolo. Ce qui avait autrefois causé des tensions devint désormais une étincelle d'énergie créative. Le plateau restait intense, mais la frustration s'était transformée en concentration. Alors que le tournage approchait de son terme, un sentiment commun émergea, il ne faisait pas seulement un film. Il créait quelque chose qui allait changer le cinéma d'arts martiaux pour toujours. Mais même si des partenariats créatifs comme celui de Bruce et Bolo commençaient à s'épanouir, toutes les relations sur le plateau ne suivaient pas le même chemin. La rupture de Bruce Lee. Alors que la renommée de Bruce Lee s'accélérait, tout le monde dans le monde du cinéma hongkongais ne l'applaudissait pas. Bien que beaucoup admiraient son talent et sa passion, des tensions silencieuses grandissaient en coulisses. Quand tu veux bouger, tu bouges. Et quand tu bouges, tu es déterminé à bouger, sans céder un pouce, rien de moins. Certains des collègues acteurs et réalisateurs de Bruce commencèrent à s'éloigner de lui. Des murmures circulaient selon lesquels certains se sentaient éclipsés par son perfectionnisme, tandis que d'autres n'appréciaient pas l'influence croissante qu'il exerçait à Hollywood. L'une des ruptures les plus connues fut celle entre Bruce Lee et le réalisateur Lo Wei. Lo avait dirigé Bruce dans deux de ses plus grands succès précoces, The Big Boss et Fist of Fury. Au début, leur partenariat semblait solide. Bruce était la star, Lo le réalisateur, et leurs films battaient des records au box-office. Mais sous la surface, des problèmes couvaient. Tu dois garder tes réflexes affûtés pour que, quand tu en as besoin, ils soient là. Lo n'aimait apparemment pas le contrôle que Bruce voulait exercer sur le plan créatif. Bruce avait des opinions bien arrêtées sur la manière dont les scènes de combat devaient être filmées et sur la façon dont les arts martiaux devaient être représentés à l'écran. Lo, habitué à être le seul maître à bord, n'appréciait pas cela. De son côté, Bruce trouvait le style de réalisation de Lo ennuyeux et estimait que ses idées pour les scènes de combat ne capturaient pas l'esprit véritable des arts martiaux. Leur désaccord devint rapidement évident sur le plateau. Des disputes éclataient, et la tension entre eux devenait difficile à ignorer. Finalement, Bruce exigea plus de liberté créative, ce qui ne fit qu'aggraver les choses. Bien que cette démarche lui ait permis de créer des scènes encore plus puissantes, elle rendit également certains acteurs de l'industrie mal à l'aise. Certains pensaient qu'il devenait trop grand trop vite et qu'il marchait sur les pieds de beaucoup en chemin. C'est le genre de choses pour laquelle tu dois t'entraîner, pour devenir un tout. Une autre figure dans ce conflit silencieux était Jimmy Wang Yu, une grande star des arts martiaux avant l'arrivée de Bruce sur la scène. Beaucoup le voyaient comme le principal rival de Bruce Lee. Bien qu'il n'ait jamais eu de dispute ouverte ou de querelle publique, des signes de tension étaient perceptibles. Jimmy Wang Yu aurait fait des commentaires sur la popularité croissante de Bruce en Occident. Il suggéra que Bruce avait tourné le dos aux arts martiaux chinois traditionnels et qu'il cherchait la gloire à travers des performances plus tapaques sans grave-l'œil, à la mode occidentale. Cette rancune silencieuse ne se manifestait pas toujours par des attaques directes. Elle flottait dans l'air, non dite, mais clairement ressentie. Dans un monde où l'orgueil et l'honneur étaient hautement valorisés, en particulier dans les arts martiaux, l'idée qu'un seul homme devienne le visage de tout cela était difficile à accepter pour certains. En tant qu'acteur, en tant que martialiste, en tant qu'être humain, tout ce que j'ai appris vient des arts martiaux. Le fait que Bruce ait passé de nombreuses années aux États-Unis fit également sentir à certains qu'il ne représentait plus les traditions orientales qu'il chérissait. Ces tensions ne firent que s'accentuer à mesure que l'influence de Lee grandissait. La rupture avec les producteurs. Quand l'argent rencontre la maîtrise, les conflits avec les producteurs. Les luttes de Bruce Lee ne s'arrêtaient pas aux acteurs rivaux ou aux réalisateurs mécontents. En coulisses, des conflits plus profonds se déroulaient, cette fois avec les producteurs. Ces derniers finançaient les films, prenaient les décisions en coulisses et gardaient un œil attentif sur les profits. Souvent, ils ne partageaient pas la vision de Bruce. Soit sans forme, sans contour,
comme l'eau. L'eau peut couler ou elle peut s'écraser. Alors que Bruce se concentrait sur la création de films d'arts martiaux authentiques et significatifs, de nombreux producteurs se préoccupaient davantage des ventes de billets que de la vérité culturelle ou de la valeur artistique. L'une des relations professionnelles les plus compliquées de Bruce fut avec Raymond Shaw, le puissant cofondateur des studios Golden Harvest. Les studios Golden Harvest n'étaient pas les plus faciles d'accès, mais ils étaient assez accommodants. J'y suis arrivé à Hong Kong vers 1981. Au début, leur partenariat semblait solide. Ils travaillèrent ensemble sur La Voix du Dragon, qui fut un immense succès. Shaw voyait le potentiel de Bruce non seulement comme star de cinéma, mais aussi comme réalisateur et scénariste. Ils voulaient tous deux porter le cinéma d'arts martiaux à un niveau supérieur. Mais à mesure que la renommée de Bruce grandissait, son désir de contrôle créatif total augmentait également. Il ne voulait pas seulement jouer. Il voulait superviser les scènes de combat, le scénario, le ton, et même le message du film. Cela devint un problème majeur lors de la réalisation de l'Opération Dragon, surtout parce que le projet impliquait des studios orientaux et occidentaux. Raymond Shaw, sous la pression des investisseurs et des distributeurs internationaux, se retrouvait souvent au milieu. Il avait besoin que Bruce livre, mais il devait aussi s'assurer que le film plaise à un public mondial. Cela signifiait faire des compromis, des scènes de combat plus courtes, des dialogues plus simples, moins de philosophie. Cependant, Bruce aurait refusé ces compromis. Une autre source majeure de tension venait du côté américain de la production, en particulier avec Fred Weintraub, l'un des producteurs américains de l'Opération Dragon. Avant de rencontrer Bruce, j'avais fait écrire un scénario par des scénaristes, et ce scénario est devenu du kung-fu. Je voulais en faire un film. Au début, Weintraub était enthousiaste à l'idée de travailler avec Bruce. Il voyait son talent, son charisme et son pouvoir de star. Mais une fois la production commencée, des problèmes surgirent rapidement. Bruce voulait tout faire. Il pensait pouvoir tout faire s'il avait mûri et grandi un peu dans le business. Bruce ne réagissait pas bien lorsqu'on lui disait quoi faire. Il rejetait les changements de scénario qui diluaient la culture chinoise. Il repoussait les producteurs lorsqu'ils voulaient simplifier les scènes de combat pour les rendre plus faciles à suivre. Pour Bruce, les arts martiaux étaient plus qu'une simple action. C'était de l'art, de la philosophie, de la discipline. Il ne permettrait pas qu'ils soient traités comme de simples cascades. Il plaidait pour des scènes de combat plus longues, une chorégraphie plus réaliste et des messages plus profonds ancrés dans les valeurs chinoises. Il voulait montrer à l'Occident non seulement comment se battre, mais pourquoi les arts martiaux étaient importants. Il exigeait que le film reflète la vérité, pas seulement qu'il vende des billets. Cela ne plaisait pas à tout le monde. Certains producteurs admiraient sa passion, mais le trouvaient difficile à gérer. Un producteur frustré déclara plus tard, « Ce n'est pas une star que l'on dirige. C'est une force avec laquelle on négocie. » Dans les conversations privées et les salles de réunion, Bruce Lee était de plus en plus perçu non pas comme un visionnaire, mais comme un problème. Des rumeurs commencèrent à circuler. Des accords furent retardés. Des offres furent retirées. Une narrative discrète commença à prendre forme, dépeignant Bruce comme quelqu'un de difficile, trop exigeant, voire dangereux pour le bon déroulement de la production. Cette version de Bruce Lee comme fauteur de troubles plutôt que pionnier était une histoire dangereuse, qui façonna discrètement sa carrière. Et cette histoire prit un nouveau poids lorsque, quelques mois plus tard, Bruce Lee mourut dans des circonstances mystérieuses. La chute du dragon et l'ascension du méchant. Le 20 juillet 1973, le monde fut stupéfait par une nouvelle inattendue. Bruce Lee était mort, à seulement 32 ans, au sommet de sa carrière et à l'aube d'une gloire mondiale. Il s'était soudainement effondré et ne s'était jamais réveillé. La cause officielle était un édème cérébral, un gonflement du cerveau. Mais même cette explication ne dissipa pas le choc. Les questions inondaient les actualités. Comment quelqu'un d'aussi fort, aussi plein de vie, pouvait-il disparaître si soudainement? Était-ce un problème de santé, une réaction à un médicament, ou quelque chose de plus sombre? Les rumeurs et les théories tourbillonnaient, mais les réponses restaient floues. Pour des millions de personnes, Bruce Lee n'était pas seulement un acteur ou un martialiste. Il était un symbole de force, de discipline et de fierté culturelle. Sa mort n'était pas seulement la perte d'un homme. Elle ressemblait à la perte d'un mouvement. À travers le monde, les fans allumaient des bougies, organisaient des veillées et pleuraient ouvertement dans les rues. Les studios de cinéma se turent. La communauté des arts martiaux fut ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Dans des foyers de Hong Kong à Los Angeles,
Ceux qui s'étaient sentis invincibles après avoir vu Lee à l'écran ressentaient désormais un chagrin personnel profond. Pour Bolo Young, la nouvelle fut plus que choquante. Elle était profondément personnelle. Les deux hommes avaient partagé un lien rare sur le tournage de l'Opération Dragon. Bolo ne pleurait pas seulement un collègue. Il pleurait quelqu'un qu'il considérait comme un membre de sa famille. Dans les jours qui suivirent, beaucoup pensaient que Bolo s'effacerait de la lumière des projecteurs. Après tout, Bruce avait été l'éclair, la raison pour laquelle les regards s'étaient tournés vers les films d'arts martiaux. Sans lui, le genre survivrait-il? Et ceux qui l'entouraient auraient-ils encore une place dans ce nouveau paysage? Mais Bolo ne disparut pas. Au contraire, il s'éleva. Il s'appuya sur la puissante présence à l'écran qui avait fait de lui le méchant parfait dans l'Opération Dragon. Au fil des années, il devint un favori du public, jouant dans des succès d'action comme Bloodsport, Double Impact et Shoot Fighter. Toujours l'adversaire féroce, toujours une force inoubliable. Pourtant, derrière cette image dure, Bolo portait quelque chose de plus profond, de plus sacré. Sur chaque plateau de tournage, il conservait la même discipline que Bruce lui avait enseignée. Il s'entraînait avec la même intensité. Il exigeait le même respect pour les arts martiaux, même si l'industrie autour de lui ne le comprenait pas toujours. Alors que le cinéma d'arts martiaux évoluait, certains films inspirés par la vision de Lee et d'autres tentant de l'exploiter, Bolo restait discrètement le gardien de la flamme, jusqu'à ce que des décennies plus tard, le silence ne soit plus une option. Le déclencheur. En 2023, l'Internet s'enflamma dans une tempête de controverses lorsque le légendaire réalisateur Quentin Tarantino raviva le débat sur sa représentation de l'icône des arts martiaux, Bruce Lee. Lors de la promotion de la version longue de Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino fit une nouvelle apparition dans un podcast populaire où il réaffirma son soutien à une des scènes les plus discutées du film, une confrontation fictive dans laquelle Bruce Lee est battu et humilié par un cascadeur joué par Brad Pitt. Lorsqu'on l'interrogea sur la polémique, Tarantino ne se retint pas. « Bruce était un peu arrogant », déclara-t-il sans détour. C'est l'impression qu'il donnait. Les gens ne voulaient pas travailler avec lui pour une raison. Ces mots touchèrent une corde sensible. En quelques heures, les réseaux sociaux explosèrent. Les fans de Bruce Lee, les puristes des arts martiaux et les défenseurs de la communauté asiatique-américaine condamnèrent ses propos comme insensibles et irrespectueux. La scène avait déjà été un paratonnerre de critiques lors de la sortie du film en 2019. Mais cette fois, la position sans compromis de Tarantino raviva les flammes d'un débat bien plus profond et émotionnel. Où s'arrête la liberté artistique? Et où commence la responsabilité historique? Certains défendirent Tarantino, arguant qu'en tant que cinéaste, il avait le droit de réimaginer la réalité au service de son histoire. Ils insistaient sur le fait que c'était juste de la fiction, une chronologie alternative visant à défier les attentes. Mais d'autres furent moins indulgents. Pour eux, Bruce Lee était plus qu'une star de cinéma. Il était un symbole de fierté, de force et de représentation pour des millions de personnes. Le réduire à une blague ou à une caricature semblait être une trahison, surtout compte tenu des véritables luttes qu'il avait affrontées à Hollywood. L'une des réponses les plus puissantes vint de la légende de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, qui s'était entraîné avec Bruce et restait l'un de ses amis les plus proches. Kareem Abdul-Jabbar, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, ne mâcha pas ses mots dans un éditorial. Il qualifia la représentation de Tarantino de bâclée, irréfléchie et de caricature paresseuse, arguant qu'elle effaçait la complexité, la discipline et la brillance qui faisaient de Lee une figure unique en son genre. Pour beaucoup, les commentaires d'Abdul-Jabbar faisaient écho à ce qu'il ressentait depuis toujours. Cette représentation n'était pas juste de la fiction. C'était une distorsion d'un héritage. Mais pour une autre figure du cercle proche de Bruce Lee, la controverse était plus qu'un spectacle public. Elle était profondément personnelle. Bolo Young était resté majoritairement silencieux au fil des années face à la vague croissante de commentaires sur l'héritage de Bruce Lee. Maintenant, après les propos de Tarantino, Bolo décida finalement qu'il était temps de parler. La confession. La confession bouleversante de Bolo Young. Dans une interview rare et profondément personnelle en 2025, Bolo Young brisa enfin des décennies de silence sur un sujet qui passionnait depuis longtemps les fans d'arts martiaux et les historiens du cinéma. Pourquoi certains acteurs, y compris des réalisateurs, refusaient-ils de travailler avec Lee? Parlant avec une intensité calme, sa voix marquée par l'âge mais inébranlable dans sa conviction, Bolo prononça les mots que beaucoup avaient spéculés pendant des années. Bruce leur faisait peur. Pas physiquement, mentalement. Il exposait ceux qui n'étaient pas prêts à être grands.
Pendant plus de 50 ans, l'héritage de Bruce Lee avait été façonné autant par les rumeurs et les commérages des studios que par ses performances légendaires. Certains acteurs et initiés de l'industrie s'étaient éloignés de lui, invoquant des conditions de travail difficiles ou affirmant qu'il était trop intense, voire dangereux. Mais Bolo offrit une perspective radicalement différente, forgée dans les tranchées de la discipline partagée, de la sueur et de l'authenticité. Selon Bolo, ce n'était pas la peur des blessures ou de la chorégraphie exigeante de Lee qui éloignait certains acteurs. C'était quelque chose de bien plus profond et confrontant, la peur de l'inadéquation. Il exigeait l'excellence, dit Bolo, marquant une pause comme s'il pesait chaque syllabe. Il voyait qui faisait semblant, et il ne tolérait ni l'ego ni les raccourcis. C'est pourquoi les gens fuyaient. Selon Bolo, Bruce Lee n'était pas seulement un martialiste ou une star de cinéma. Il était un miroir reflétant la vérité de ceux qui l'entouraient. Pour les engagés et les courageux, travailler avec Bruce était une expérience qui affûtait leur art et approfondissait leur compréhension de la discipline. Mais pour ceux qui s'appuyaient sur l'arrogance, la paresse ou les jeux politiques, l'expérience pouvait être brutale. Il alla plus loin, révélant une vérité des coulisses rarement évoquée. De nombreux producteurs et cadres des studios étaient mal à l'aise avec la forte vision de Bruce et son refus de faire des compromis. Au lieu de travailler avec lui à ces conditions, ils le qualifiaient de difficile pour mieux rejeter ses idées et contrôler l'histoire racontée à son sujet. Si vous étiez honnête et compétent, Bruce vous rendait meilleur, expliqua Bolo. Mais si vous étiez paresseux, insécure ou manipulateur, il détruisait votre illusion. Oui, je l'ai entendu aussi. Qu'il était dangereux de travailler avec lui. Mais Bruce Lee n'était dangereux que pour les acteurs qui refusaient de faire le travail, et les producteurs qui le voyaient non pas comme une personne, mais comme un produit à exploiter. L'interview se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les forums d'arts martiaux. Les fans du monde entier, dont beaucoup n'avaient connu Bruce qu'à travers ses films et des documentaires soigneusement orchestrés, ressentirent une clarté soudaine. Un commentaire viral résuma la réaction. Enfin, quelqu'un qui était là a dit la vérité. Mais la contre-attaque fut rapide également. Certains critiques accusèrent Bolo de mythifier son vieil ami, de polir la légende de Bruce Lee tout en ignorant ses défauts. Pourtant, quelle que soit la position adoptée, une chose est indéniable, la conversation a changé. Après des décennies d'analyses superficielles et d'opinions de seconde main, la persona de Bruce Lee sur les plateaux est enfin réexaminée, cette fois par quelqu'un qui s'est entraîné à ses côtés, a combattu avec lui et connaît l'homme derrière l'icône. Les révélations de Bolo ont non seulement ravivé l'intérêt pour l'héritage de Bruce Lee, mais elles ont aussi braqué les projecteurs sur Bolo lui-même. Désormais, les fans et les cinéastes posent de nouvelles questions. Quel rôle Bolo jouera-t-il dans la préservation de l'héritage de Bruce? Comment ces mots influenceront-ils la prochaine génération de martialistes et d'acteurs? L'héritage perdure. Aujourd'hui, à 78 ans, Bolo Yeung est l'un des derniers survivants de l'âge d'or des films d'arts martiaux. Son corps a vieilli, mais la force et l'esprit qui ont autrefois combattu aux côtés de légendes sont toujours là. Il s'est peut-être éloigné des projecteurs, mais son influence perdure dans les souvenirs des fans à travers le monde. Des rumeurs, jamais confirmées mais jamais démenties, circulent selon lesquelles il encadre un petit cercle de jeunes martialistes, ne choisissant que ceux qu'il juge véritablement dévoués. Dans des coins discrets de Hong Kong et des dojos reculés d'Asie du Sud-Est, on dit que Bolo enseigne non seulement la technique, mais aussi la philosophie. Il transmet les mêmes valeurs que Bruce Lee considérait comme sacrées, l'authenticité avant l'image, la substance avant la célébrité, et la maîtrise gagnée par un effort incessant. Un documentaire serait également en production, peut-être l'acte final du voyage extraordinaire de Bolo Yeung. Des sources proches du projet affirment qu'il explorera non seulement son amitié avec Bruce Lee, mais aussi le coût caché de la grandeur, ce que signifiait marcher aux côtés d'un homme qui a changé le monde et ce qui a été perdu en chemin. Ce pourrait être la dernière réflexion profonde de Bolo, une ultime opportunité de parler pour une génération de guerriers qui laissaient leurs poings, et non leurs mots, s'exprimer. Pendant ce temps, l'héritage de Bruce Lee reste une force mondiale. Sa philosophie a survécu à son corps mortel. Elle vit dans les séquences de combat à succès, dans les tutoriels viraux sur YouTube, et dans les dojos modestes où de jeunes élèves s'inclinent devant un portrait du dragon, cherchant toujours la vérité sur les compétences physiques et la concentration mentale qui ont fait sa grandeur. Mais les héritages ne restent pas figés. Ils évoluent, sont réinterprétés, et parfois perdent leur sens originel. C'est pourquoi ils ont besoin de protecteurs. Aujourd'hui, dans ces dernières années, Bolo Yeung pourrait être l'un de ces protecteurs. Pas parce qu'il cherche la gloire, mais parce qu'il dit la vérité.
Il n'essaie pas de changer l'histoire. Il s'assure qu'elle est correctement remémorée. Car les légendes ne disparaissent pas simplement. Elles sont soit oubliées, soit défendues. Et à mesure que le temps passe et que les souvenirs s'estompent, Bolo reste là, discrètement, tenant fermement un héritage bâti sur le travail acharné, la douleur et l'honnêteté. La question, qui le protégera après lui? Alors, que pensez-vous de l'interview de Bolo Young? N'hésitez pas à partager vos pensées avec nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.